cours portant sur les sociétés commerciales. Rappelez-vous que dès l'entame du cours, nous vous disions que vous feriez 2 disciplines en droit. Il s'agissait du droit du travail et du droit des affaires. Le cours sur le droit des affaires porte particulièrement sur les sociétés commerciales. Et c'est le module que nous allons voir avec vous aujourd'hui. Ce module portant sur les sociétés commerciales sera abordé en 3 séquences. La séquence 1, intitulée « Les règles communes à toutes les sociétés commerciales » est intitulée « Les règles communes à toutes les sociétés commerciales ». La séquence numéro 2 est intitulée « Les règles propres à la société de personnes », en l'occurrence la société en nom collectif, en abrégé la SNC. Et la séquence numéro 3, enfin, portera sur les règles propres aux sociétés de capitaux. Il s'agira notamment de voir la société de capital par excellence, que l'on appelle la société anonyme, en abrégé la SA, et la société à responsabilité limitée, qui est une société hybride, en abrégé SARL. Nous allons voir toutes ces définitions au fil du cours. Quel est l'objectif que nous cherchons à atteindre? L'objectif général de ce module consiste à vous donner, à vous, les élèves de terminale STT, les outils nécessaires à une compréhension et à une appropriation globale des règles communes et des règles spécifiques aux sociétés commerciales. Ce que nous sommes en train de vous dire, je parle au nom de tout le département de droit, c'est que nous voulons que vous compreniez quelles sont les règles qui sont communes à toutes les sociétés commerciales et quelles sont les règles spécifiques à chaque type de société commerciale. Le cours que nous allons voir porte principalement sur le traité de l'OHADA. Le traité de l'OHADA, comme nous vous l'avons dit, traité de l'OHADA, OHADA. C'est un traité qui fut signé le 17 octobre 1993 par plusieurs États de l'Afrique. Il voit le jour en île Maurice, à Port-Louis particulièrement. Et ce traité de l'OHADA a émis plusieurs actes qu'on appelle les actes uniformes. Les actes uniformes, c'est quoi? Les actes uniformes, en fait, ce sont les règles communes à tous les États membres de l'OHADA qui portent sur un domaine bien précis. Et l'acte uniforme qui va nous guider tout au long de ce cours s'appelle l'acte uniforme, s'il vous plaît, acte uniforme portant l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales. L'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales, en abrégé AUDCG. Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales, AUDSC. Excusez-moi. Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales. C'est sur cet acte uniforme-là que le cours de droit des sociétés va se baser. Donc, lorsque vous verrez écrit AUDSC, ne soyez donc pas surpris. Nous continuons avec les prérequis. Suivant. Pour la compréhension de ce module portant sur les sociétés commerciales, vous avez comme prérequis le droit. Nous avons vu que le droit, c'est l'ensemble des règles qui gouvernent une société et dont l'inobservation est sanctionnée par la puissance publique. L'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle est une entreprise qui est constituée par une seule personne et qui n'a pas de personnalité juridique. Le contrat, c'est un accord de volonté destiné à produire des effets de droit ou destiné à produire des conséquences juridiques ou encore destiné à produire des obligations. Et enfin, la notion de commerçant. Le commerçant, nous l'avons vu, selon l'article 2 de l'acte uniforme portant droit commercial général, le commerçant est défini comme une personne qui accomplit des actes de commerce par nature et qui en fait sa profession. Suivant. Chers élèves, qu'est-ce que nous attendons de vous?
Nous vous donnons ce cours pour qu'à votre niveau, vous puissiez atteindre certains objectifs, donc vous puissiez produire un certain comportement. Lors de cette première séquence, portant sur les règles communes à toutes les sociétés commerciales, la séquence du jour, vous devez être capable de définir la société commerciale. Vous devez également être capable de caractériser la société commerciale suivante. Pour ce qui est du sommaire, cette séquence sera vue en 2 sections. La première section va porter sur les caractères fondamentaux des sociétés. Nous verrons en grand A les associés, en B les apports, en C la participation aux résultats, en D l'affectio societatis. Et en section 2, nous verrons le contrat de société, en grand A les conditions communes au contrat de société, et enfin en grand B les conditions propres aux sociétés en général. Suivant. Nous commençons ce cours. Il s'agira de voir dans cette partie l'ensemble des critères qui sont identiques à chaque type de société commerciale. Ces règles communes ressortent de la définition même de la société commerciale. Suivant. Donc, nous commençons, avant d'aborder, nous avons dit tout à l'heure que le module dont nous parlons traite des sociétés commerciales. Et la séquence du jour s'intitule les caractères communs, les caractères qui sont communs à toutes les sociétés commerciales. Et la séquence s'intitule les règles communes à toutes les sociétés commerciales. Mais avant, il faudrait d'abord qu'on comprenne la définition de la société. Qu'est-ce que c'est que la société commerciale? La réponse nous est donnée par l'article 4 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales, en abrégé AUDSC. Cet acte uniforme définit la société comme étant, on va lire ensemble, la société commerciale est créée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une activité des biens en numéraire, en nature ou de l'industrie dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent acte uniforme. L'alinéa 2 nous dit ceci: la société commerciale doit être créée dans l'intérêt commun des associés. Section 1, caractères fondamentaux des sociétés. L'objectif spécifique, c'est que vous soyez capable de définir les composants de la notion de société. Nous avons lu tout à l'heure la définition de la société commerciale. Mais quelles en sont les composantes? Autrement dit, quels sont les éléments qui constituent la société commerciale? Ces éléments ne sont trouvés nulle part ailleurs, du moins pour la plupart d'entre eux, que dans le contenu de la définition elle-même. Ces caractères essentiels ne sont contenus nulle part ailleurs que dans la définition. Il s'agit alors de faire un décryptage de celle-ci. Décrypter, c'est-à-dire analyser point par point la définition pour qu'ensemble nous puissions en ressortir les différentes composantes. Il est question ici des notions d'associé, d'apport, de la participation aux résultats et de l'affectio societatis. Nous verrons dans un premier point la notion relative à la pluralité d'associés. Suivante. La définition nous disait tout à l'heure que pour constituer une société commerciale, il faut la réunion de 2 personnes au minimum. Il s'agit alors des associés. Mais qui est l'associé? L'associé est une personne membre d'une société, à ne pas confondre avec le sociétaire qui, lui, est membre d'une association. Ainsi, pour constituer une société, il faut plusieurs associés. Donc, voilà la différence entre la société commerciale et l'entreprise individuelle. Si dans l'entreprise individuelle, la loi impose, n'exige qu'une seule personne, dans la société commerciale, il faut au minimum 2 personnes. Toutefois, nous verrons des écueils tout au long de ce cours. Toutefois, nous allons nous rendre compte qu'il y a un écueil à ce principe de pluralité d'associés. Pour quelle raison? Parce qu'on se rend compte qu'il y a différentes sociétés commerciales à qui la loi permet un seul actionnaire ou un seul associé.
personne physique ou personne morale. C'est le cas de la société à responsabilité limitée, la SARL, société à responsabilité limitée, société à responsabilité limitée, entre parenthèses, la SARL, encore appelée la SARL, et la société anonyme. Société anonyme, la société anonyme, on a abrégé la SA. Voici les sociétés dans lesquelles la loi admet la présence d'un seul associé ou d'un seul actionnaire. Suivante. Il faut comprendre que peut être associé d'une société commerciale toute personne physique ou toute personne morale, à condition que cette personne ne soit pas frappée d'incapacité, d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéance. Donc, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est que une personne physique, tout comme une personne morale, donc une autre société, peut être associée d'une société commerciale. Toutefois, les associés ne doivent pas être frappés d'incapacité. L'incapacité, c'est quoi? Pour comprendre l'incapacité, il faut comprendre la notion de capacité, donc de capacité juridique. C'est quoi la capacité juridique? La capacité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et de pouvoir les exercer. Vous comprenez à contrario qu'une personne qui n'a pas la capacité juridique devient inapte, devient incapable. Et là-dedans, c'est une révision que nous faisons parce que nous avons vu ça dans le cadre du droit commercial, lorsque nous avons vu la notion de commerçant. Donc, dans cette catégorie de personnes qui sont dites incapables ou qui sont frappées d'incapacité, nous retrouvons les mineurs et les majeurs incapables. Nous voyons l'incompatibilité. L'incompatibilité, c'est le fait pour une personne d'exercer une profession qui ne se marie pas avec l'exercice d'une profession commerciale. C'est-à-dire, vous exercez à la base une activité qui vous rapporte lucrative, mais la loi vous écarte. Pourquoi? Parce que cette activité lucrative, en réalité, ne va pas avec le monde des affaires. Il s'agit par exemple des magistrats. Il s'agit généralement de tous les fonctionnaires. Un fonctionnaire, selon le droit OHADA, ne doit pas exercer le commerce. L'interdiction ou la déchéance. L'interdiction, c'est le fait d'une personne d'avoir fait de la prison et d'être désormais écartée de l'activité commerciale à titre de sanction. La déchéance, on parle de déchu. Comme on parle par exemple d'ange déchu, je sais que beaucoup d'entre vous entendez certaines paroles bibliques et que beaucoup d'entre vous fréquentez les églises. On parle d'ange déchu, c'est-à-dire un type d'ange qui, au départ, avait une certaine position, mais à cause des actes qu'ils ont posés, ont perdu cette position originelle qu'ils avaient. Donc, reportons cette image dans le domaine commercial. Donc, le déchu, c'est une personne qui, au départ, avait la qualité de commerçant, mais parce qu'elle a posé certains actes en inadéquation avec le commerce, le tribunal commercial va lui retirer l'agrément. Donc, il va être déchu de sa qualité de commerçant. Pour ce qui est des cas spécifiques des mineurs et des majeurs incapables, ils ne peuvent être associés à une société dans laquelle ils seraient responsables des dettes sociales au-delà de leurs apports. Cette catégorie de personnes est donc de facto exclue des sociétés de personnes, autrement dit, de la société en nom collectif. À cette première condition s'ajoute une deuxième qui est l'affectation des biens. Donc, nous avons vu les associés. Maintenant, nous regardons les apports. L'apport est la contribution de chaque associé pour la formation de la société. Cet apport peut être un bien en numéraire, un bien en nature ou en industrie que l'associé transmet à la société. En contrepartie des apports effectués par les associés, la société émet un titre appelé part sociale. Donc, nous allons voir les apports capitalisés. Les apports capitalisés, ce sont les apports qui entrent dans la constitution du capital social. Il s'agit principalement de deux types d'apports qui sont l'apport en numéraire et l'apport en nature. L'apport en numéraire, c'est quoi? L'apport en numéraire, c'est le fait d'apporter une somme d'argent pour la constitution de la société.
L'apport en nature, quant à lui, c'est le fait d'apporter, pour un associé, d'apporter un bien pour le compte de la société. Exemple, un véhicule qui peut être, un associé peut mettre à la disposition de la société son véhicule. Selon l'article 40 AUDCG, l'apport en numéraire est une somme d'argent que l'associé va remettre à la société. On dit qu'il va transférer de façon définitive la propriété de cette somme d'argent à la société suivante. L'apport en nature est le fait pour l'associé de remettre à la société un bien. Ce bien peut être un meuble, ou immeuble, corporel ou incorporel. Rappelez-vous qu'on vous a dit que les biens, la summa divisio, concernant les biens sont soit immeubles, soit meubles. L'apport en nature peut être fait en pleine propriété ou en jouissance. C'est le cas spécifique de l'apport en nature. L'apport en nature est fait en pleine propriété lorsque l'associé qui apporte le bien, on dit l'apporteur. L'associé qui apporte un bien, on l'appelle l'apporteur. Qui apporte quelque chose à contribution, on l'appelle l'apporteur. Lorsque l'apporteur met à la disposition de la société, transmet en fait la propriété qu'il a du bien à la société. C'est-à-dire que la chose, comme le véhicule tout à l'heure, quitte le patrimoine de l'associé ou de l'apporteur pour intégrer le patrimoine de la société. L'apport en nature est fait en jouissance lorsque l'apporteur qui remet le bien à la société, en fait, ne donne que la jouissance du bien, ne donne que l'usage du bien. En fait, il demeure propriétaire du bien, mais à terme, il va récupérer soit le bien, et si le bien n'existe plus, le bien matériel n'existe plus, il va en récupérer la valeur suivante. L'apport en nature est évalué par les associés eux-mêmes. Cependant, cette évaluation est toujours contrôlée par un commissaire aux apports. Suivante. L'apport non capitalisé, on vous disait tout à l'heure que les apports capitalisés sont les apports qui entrent dans la constitution du capital social. Il s'agit de l'apport en numéraire et de l'apport en nature. À côté de cet apport, nous avons l'apport en industrie. L'apport en industrie n'entre pas dans la constitution du capital social. Mais qu'est-ce que c'est que l'apport en nature? L'apport en nature est un apport en main d'œuvre. L'associé s'engage à mettre à la disposition de la société ses connaissances techniques, ses services, son travail, son savoir-faire et même sa notoriété. L'apport en industrie a donc pour objet une activité de l'associé. Et l'acte uniforme, droit des sociétés commerciales précise qu'en dehors de ces trois apports que nous avons cités, c'est-à-dire l'apport en numéraire, l'apport en nature et l'apport en industrie, tout autre type d'apport est interdit. Suivant. La participation au résultat. À la lecture de ces dispositions légales de l'acte uniforme, il en ressort que l'intérêt des associés dans la formation de la société est de participer aux bénéfices et de profiter de l'économie. Toutefois, en cas de perte, ils doivent y contribuer. Suivant. Le bénéfice peut être défini comme un gain pécuniaire ou un gain matériel qui ajoute à la fortune des associés. Il est donc une plus-value qui s'ajoute à l'actif du patrimoine de l'associé. Le gain pécuniaire, quant à lui, est un enrichissement en argent. Gain pécuniaire. Pécuniaire s'écrit toujours de cette façon. Pécuniaire. Pécuniaire ne se dit pas. On dit toujours pécuniaire, quel que soit le genre. Diapo. Il est donc une plus-value qui s'ajoute à l'actif du patrimoine de l'associé. Le gain pécuniaire, quant à lui, est un enrichissement en argent qui est caractérisé par les dividendes distribués par la société à ses associés. Quant au gain matériel, il peut être la distribution aux associés de produits fabriqués ou non par la société, une distribution d'actions ou simplement la jouissance d'un bien commun. Suivant. Il faut comprendre que la société peut réaliser une perte toutes les fois que l'actif est inférieur au passif. Ces données ressortent normalement à la fin de l'exercice après avoir effectué le bilan de la société. Une fois les apports réalisés sur le plan juridique, les associés sont égaux et doivent activement prendre part à la réalisation de leurs objectifs. Suivant. Ensuite, nous avons l'affectio societatis. L'affectio societatis ou élément intentionnel est le fait pour les associés de collaborer sur un pied d'égalité. Dans affection, vous avez l'affection.
Lorsque vous décidez de faire une œuvre commune, il faudrait bien que vous décidiez ensemble de vous entendre. Parce que la mésentente des associés peut être une cause de dissolution de la société. Nous allons le voir tout au long de ce cours. Il doit être à la naissance de la société et se poursuivre tout au long de la vie sociale. C'est un élément essentiel qui doit contrecarrer ou freiner l'abus de majorité ou au contraire l'abus de minorité. C'est cet élément qui permet aussi aux différents associés d'exercer un contrôle sur les actes posés par les gérants ou des personnes mandatées pour administrer la société. Toutefois, il n'existe pas de société commerciale sans préalablement la rencontre des volontés suivantes. Nous passons à la section 2, le contrat de société. L'objectif spécifique, c'est que l'élève sera capable de définir le contrat de société, de préciser ses conditions de fond et de forme. Mais il conviendra d'abord de définir ce qu'on entend par le contrat de société avant de préciser ses conditions de fond et ses conditions de forme. Suivant. Définition du contrat de société. Les statuts, en réalité, sont le contrat de société. On dit que les statuts sont l'acte constitutif d'une société rédigé par écrit qui comporte des mentions obligatoires. Et ces mentions obligatoires posent les objectifs et les règles de fonctionnement de la société. Nous passons à présent aux conditions communes et aux conditions spécifiques suivantes. Les conditions communes à tous les contrats, elles sont relatives au consentement, à la capacité, à l'objet social et à la cause. Rappelez-vous qu'en droit du travail, vous avez vu les conditions communes au contrat de travail. Ce sont ces mêmes conditions communes que vous avez vues en droit du travail que nous voyons également en droit des affaires. Donc, nous allons simplement les énumérer encore pour vous rafraîchir la mémoire. Le consentement, qui est l'accord de volonté. La capacité juridique, qui est l'aptitude à être titulaire de droits et à les exercer. Suivant. L'objet social, qui est l'activité que les associés envisagent de réaliser. La cause licite, qui est le mobile qui pousse les co-contractants à s'associer. Donc, vous pouvez également vous reporter au cours du droit du travail concernant les conditions communes au contrat de travail. Conditions propres aux sociétés. Pour constituer une société, la définition nous le dit. Il faut des apports, il faut la qualité d'associé. Suivante. Il faut également rédiger les statuts. Les statuts, nous vous l'avons dit, c'est l'acte constitutif de la société. Dans cet acte constitutif, on retrouve des éléments obligatoires qui, en réalité, gouvernent le mode de fonctionnement de la société et les objectifs visés par cette société. Suivante. Suivant. Il s'agit entre autres de la forme de la société, donc des éléments qui sont contenus dans le contrat de société, la forme de la société, la dénomination, l'objet social, le siège social et la durée. Suivant. L'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. L'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier donne à la société ce qu'on appelle la personnalité juridique. C'est l'aptitude à être titulaire de droits et à pouvoir les exercer. Et à partir de ce moment, la société peut se comporter comme un être humain, avoir des droits, des obligations et même être détentrice d'un patrimoine. C'est sur cette phrase que s'achève le cours, le module, la séquence d'aujourd'hui. Chers élèves, on ne peut pas. Chers élèves, nous allons vous rappeler les mesures barrières. N'oubliez pas que nous sommes dans un contexte particulier et donc, à un contexte particulier, il faut un comportement particulier. Nous allons donc vous rappeler les mesures barrières. Dans les mesures barrières, vous devez vous laver les mains régulièrement avec de l'eau, du savon ou alors avec une solution hydroalcoolique. Vous devrez également respecter la distanciation physique. Si jamais vous éternuez ou si vous toussez, faites-le dans le creux de votre coude. Et surtout, n'oubliez pas la bavette et restez chez vous. Je vous remercie.